Les experts sont sur Atlantique, jusqu'à midi. Et bien, chers auditeurs, on parle beaucoup de la charte d'investissement, mais trop souvent de loin, comme un outil réservé parfois aux grands groupes. Pourtant, derrière les sigles et les dispositifs, une question simple demeure: comment une PME, une TPME, peut-elle vraiment en bénéficier? Quels sont les critères qui ouvrent les portes? Quelles démarches concrètes permettent d'accéder aux primes? Dans quel cas l'État accompagne-t-il l'investissement et jusqu'où? Et surtout, comment éviter que les procédures ne deviennent un labyrinthe pour les entreprises? Aujourd'hui, nous en parlons de 10h à midi. Si vous avez des questions, des avis, des témoignages à faire entendre, c'est bien entendu toujours au 05 22 95 36 70 ou 80. Et nous sommes avec notre invité, Mohamed Elhiani, qui nous vient de loin, mais qui vient bien armé ce matin, qui est expert comptable, commissaire aux comptes, vous le savez. Et nous programmons cette émission pour parler tout spécifiquement d'un dispositif qui n'est pas si ancien, qui est même tout récent, la charte d'investissement. Alors certains en ont entendu parler effectivement dans la presse, dans les journaux, mais quand on parle d'un dispositif, c'est quelquefois obscur, c'est quelquefois compliqué, ça nécessite des éclaircissements, voire effectivement dans le détail comment les choses peuvent être mises en place et comment ceux qui sont censés en bénéficier peuvent entreprendre les démarches nécessaires leur permettant effectivement de bénéficier des aides. Alors bonjour. Bonjour Badr. Merci pour l'invitation. Ça nous fait tout un programme pour l'émission quand on voit étaler le nombre de documents. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à dire. Il y a beaucoup de précisions. Alors quand on parle de charte d'investissement, quand on parle de dispositifs effectivement mis en place par l'État, il y a quelquefois je dirais une distance, et parfois même les personnes concernées n'y prêtent pas nécessairement l'oreille. Et de ce point de vue, s'il fallait peut-être débuter par une question toute simple: à qui sont destinées ces aides ou ce dispositif qui a été mis en place? Merci Badr. En fait, si vous me permettez, la charte d'investissement qui a été publiée dernièrement en 2025, oui. Sur les TPME, c'est-à-dire très petites moyennes entreprises, elle rentre, en fait, la charte d'investissement en elle-même, globalement, elle rentre dans la loi cadre numéro 0322, d'accord, qui forme la charte d'investissement. Il s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre des hautes orientations de Sa Majesté le roi Mohammed VI, que Dieu l'assiste, tel que prononcé dans le discours du 14 octobre 2022. Je vous lis très rapidement le discours. À cet égard, notre souhait est que la nouvelle charte d'investissement donne une impulsion tangible à l'attractivité du Maroc pour les investissements privés, tant nationaux qu'étrangers. Ce dispositif vise à mobiliser 550 milliards de dirhams d'investissement et à créer 500 000 emplois au cours de la période 2022-2026. Donc là, je vous ai lu l'extrait du discours royal au Parlement le 14 octobre 2022. Ce n'est pas une petite somme. En fait, le législateur a scindé la charte en deux parties. Il y a la charte pour les grandes entreprises, qui a démarré, le décret a été publié en 2022, oui. D'accord. Et puis ensuite, il y a la charte pour les très petites et moyennes entreprises. C'est quoi la charte des grandes entreprises? La charte des grandes entreprises, comme son nom l'indique, c'est forcément, il y a un grand investissement, oui. Il y a aussi beaucoup de création d'emplois. Oui. Et le distinguo, c'est au niveau du chiffre d'affaires? Et pas que. Oui. Et pas que. En fait, il y a au-delà de 200 millions de chiffre d'affaires, c'est-à-dire on vous renvoie directement vers la charte des grandes entreprises, où vous avez un investissement qui est plus de 50 millions de dirhams. Où vous créez aussi plus de 250 emplois. Donc vous voyez bien qu'il y a quand même un grand volet, c'est-à-dire que vous créez soit plus de 50 emplois et plus de 50 millions d'investissements, ou sinon vous créez directement 250 emplois. Donc vous voyez bien que le législateur a bien scindé la très petite moyenne entreprise, d'accord, et la grande entreprise. D'accord. Donc le distinguo, parce qu'effectivement il faut toujours des critères objectifs. Bien sûr. Alors cette charte entre guillemets va concerner les petites et moyennes entreprises. Elle va concerner les petites, on appelle TPME, très petites et moyennes entreprises. Donc tout ce qui ne concerne pas effectivement ce critère qu'on vient d'entendre qui distingue ou qui nous met dans la catégorie des grandes entreprises. Tout à fait. Ou sinon vous rentrez pas dans la charte des TPME, parce que vous pouvez être à moins de 1 million de dirhams de chiffre d'affaires, ou moins de moins de 50 millions. En fait, le projet d'investissement, il faut qu'il soit entre 1 et 50 millions de dirhams. Donc, vous pouvez être à moins de 1 million de dirhams.
D'accord. Oui. Là, vous rentrez pas du tout dans la charte d'investissement. Donc, vous rentrez dans un autre critère de subvention. Entre 1 et 50 millions, vous êtes dans la TPME, la charte liée à la TPME qui a été récemment publiée en 2025. Oui. Ou sinon, au-delà, vous rentrez dans la grande entreprise. D'accord. Alors, pour ceux, effectivement, qui sont quelquefois passés à côté du principe, alors cette charte d'investissement, elle permet de faire quoi, précisément? Voilà. Alors, si vous me permettez, je vais citer les conditions cumulatives. C'est l'article 1 du décret qui a cumulé toutes les conditions. Pour les TPME, on est dans les TPME, c'est-à-dire quelque chose qui vient d'être publié, enfin, surtout l'arrêté qui a été publié dernièrement. Je crois que c'était le 6 novembre 2025. Le montant total de l'investissement sont entre 1 et 50 millions. Plus ratio d'emploi stable. Vous comprenez bien, si on encourage les entreprises, ou si l'État veut aider les entreprises pour créer des emplois. Et de quel type d'emploi? Il faut que l'emploi soit stable. D'accord? Donc CDI. CDI, oui, bien sûr, CDI, bien sûr. Le législateur a fixé un délai au-delà de 18 mois. Ah, d'accord. D'accord. Il faut que le ratio soit, après dans le détail du calcul des ratios, c'est le ratio au-delà de 1,5. D'accord, de ratio d'emploi prévisionnel. Dans le secteur du tourisme, le ratio a été ramené à 1. D'accord, donc si j'entends bien, c'est un engagement d'employé, Bien sûr. d'embaucher entre guillemets, en échange du soutien. En contrepartie du bonus. En contrepartie du bonus. Oui, tout à fait. Vous avez un bonus qui peut aller jusqu'à 10%. D'accord, on va en parler tout à l'heure. Oui. Il peut aller jusqu'à 10%. Plus vous embauchez, plus vous aurez des bonus. C'est le but de la charte d'ailleurs. D'accord. Sinon, vous avez aussi un chiffre d'affaires entre 1 et 200 millions de dirhams. Entre 1 et 200 millions de dirhams. Chiffre d'affaires. Oui. D'accord. Le législateur, qu'est-ce qu'il a dit? En fait, entre 1 et 200 millions de dirhams, c'est les entreprises qui vont, qui vont investir, d'accord, qui ont une ancienneté minimum de 3 ans d'existence et qui ont, sur une des 3 dernières années, ils ont entre 1 et 200 millions de dirhams. C'est-à-dire, je m'explique. Peut-être que la première année, vous étiez à moins de 1 million. On va vous dire vous êtes exclu. Deuxième année, vous êtes à moins de 1 million. On va vous dire vous êtes exclu. Mais la troisième année, vous avez dépassé 1 million. Vous bénéficierez. Parce que c'est l'un des 3 dernières ans. Voilà, une des 3 dernières années. D'accord. Une des 3 dernières années, si vous êtes entre 1 million et 200 millions de chiffre d'affaires. Vous rentrez dans le champ d'application. Le champ d'application de cette charte d'investissement. De cette charte d'investissement. Mais, toutefois, le législateur n'a pas exclu les sociétés nouvellement créées. Oui. Ça veut dire que vous rentrez dans la charte, parce que vous êtes nouvellement créé, vous n'avez pas de chiffre d'affaires, on est bien d'accord. Oui. Mais par contre, vous vous engagez à investir, et vous engagez aussi à aller dans des régions prioritaires, d'accord, et vous engagez également à apporter des fonds de prod à 10%. D'accord. Donc, société nouvellement créée, vous aurez bien évidemment moins de bonus que celle qui a de l'ancienneté, parce que en fait vous n'aurez pas le bonus vous rentrez dans la charte, mais vous n'avez pas le pack complet de la prime. D'accord. Plus un chiffre d'affaires, je l'ai dit tout à l'heure, excusez-moi, entre 1 et 200 millions. Il faut aussi que le projet d'investissement devra être réalisé dans l'une des branches d'activité prioritaires. Vous comprenez bien, c'est la politique de l'État d'aider des activités qui sont prioritaires, qu'il considère prioritaires, dans la liste qui est fixée. C'est effectivement un élément d'éligibilité ou non? Oui, tout à fait, c'est le bonus. C'est-à-dire, si vous le faites, vous aurez un bonus de 10%, si vous ne le faites pas, vous aurez 0%. Mais par contre, si vous faites par exemple un investissement entre 1 et 50 millions, vous aurez un bonus en matière d'emploi, vous aurez un bonus de 5 ou 7 ou 10%. D'accord. C'est-à-dire, si vous investissez, d'accord, vous recrutez et vous allez dans des territoires qui ont besoin de création d'emplois, c'est-à-dire des territoires qui sont un peu sinistrés en matière d'emploi. Et si vous choisissez une activité prioritaire, là vous avez le plein pot. C'est-à-dire vous avez 5% pour le ratio d'emploi, ou 7 ou 10 selon le ratio, d'accord. Prime territoriale 10 ou 15, plus vous allez dans des zones sinistrées, plus vous aurez des bonus. Vous choisissez par exemple une zone qui est sinistrée, vous aurez 15.
Moins sinistré, vous aurez 10. Donc possiblement au maximum, c'est plus 10%, plus 15%, ça fait plus 25%. 10 plus 15% maximum. Maximum. Plus les activités prioritaires. Là, vous aurez 10%. Donc c'est possiblement plus 35%. 35%, le législateur a plafonné à 30%. D'accord, donc au maximum. Au maximum, c'est 30%. 30% de bonus. De bonus. Du montant de l'investissement. Du montant d'investissement primable. On va voir tout à l'heure ce que c'est qu'un investissement primable. Oui. Donc je reprends rapidement. Entreprise, elle a de l'ancienneté ou pas d'ancienneté? Si elle a de l'ancienneté, il faut que son chiffre d'affaires soit entre 1 et 50 millions de dirhams. Une entreprise qui est nouvellement créée, elle n'a pas de chiffre d'affaires. Très bien, on la retient. Ensuite, il faut que le ratio d'emploi stable prévisionnel, au-delà de 1,5. Secteur tourisme, 1. 1,5, c'est-à-dire 1,5. Je m'explique. Oui. Voilà. Le ratio de 1,5, c'est quoi? C'est l'emploi sur les CAPEX. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un CAPEX? CAPEX, c'est l'investissement en immobilisation corporelle, c'est-à-dire en matériel, etc. D'accord? Terrain, bâtiment, construction, matériel, etc. Et on fait un ratio, d'accord? Et on a un ratio par million. D'accord. Si le ratio il varie entre 2 et 5, on a une prime de 5%. Plus vous recrutez, plus vous aurez du bonus. Oui. D'accord? Entre 5 et 10, on aura 7%. On saute de 5, on passe à 7. D'accord? Et quand on arrive à un ratio pareil, plus on recrute, plus on a du bonus, on va aller jusqu'à 10% maximum. Bon, on va rentrer dans le détail parce que ça nécessite... Oui, c'est très technique parce que c'est vrai que, bon, dans le détail, pour savoir dans quel cas de figure on se place et sur quelle, entre guillemets, somme on applique les bonus, c'est important de savoir effectivement quels sont les enjeux pour les entreprises. Bon, on va prendre le temps d'une respiration musicale pour reprendre ses esprits. Effectivement, on restera bien entendu à l'antenne. Si vous avez des avis ou des questions ou des témoignages, n'hésitez pas à les faire entendre. Nous restons à l'antenne jusqu'à midi. Vous pourrez nous contacter toujours au 05 22 95 36 70 ou 80. Et nous sommes avec notre invité Mohamed Lahyani qui est expert comptable et nous parlons ce matin de la charte d'investissement et effectivement comment en bénéficier, quelles sont les entreprises concernées pour ce deuxième volet et de ce point de vue nous évoquions en effet le principe du dispositif et dans le détail des aspects sur lesquels effectivement ces entreprises peuvent entre guillemets cumuler des points supplémentaires pour bénéficier de primes entre guillemets plus conséquentes. Alors sur les critères d'éligibilité et sur effectivement le pourcentage sur lesquels l'État va apporter son soutien. Alors ce soutien-là, il va être appliqué sur quelle base entre guillemets? Par exemple, quand on dit on peut bénéficier jusqu'à 30% maximum d'aide supplémentaire. Tout à fait. Alors vous avez, il faut investir comme on a dit tout à l'heure. Oui. Comme son nom l'indique, charte d'un investissement. Vous avez d'abord votre investissement total. D'accord? Qu'est-ce qu'il inclut? Il inclut les frais d'études, d'enregistrement de marque et de mise au point des procédés. Le coût du foncier privé. Le coût du foncier privé, c'est très important. Mais pas de l'État. Oui. D'accord? C'est-à-dire ne relevons pas du domaine privé de l'État. Oui. Des collectivités territoriales, des établissements, entreprises publiques. D'accord? Le coût d'acquisition des constructions et aussi des locations. Ou de location avec option d'achat des bâtiments. C'est-à-dire on est dans l'investissement. Oui. D'accord? Le coût des infrastructures internes. Il y a le génie civil, il y a le coût des travaux d'aménagement et toute acquisition, renouvellement, location ou location avec option d'achat des biens d'équipement, c'est que j'ai cité tout à l'heure, de matériel, d'outillage nécessaires à la réalisation de projets d'investissement. C'est-à-dire on a les frais d'études, on a les terrains, les frais de construction et les machines, matériel et outillage. D'accord? On est dans l'investissement. D'accord? Après, on va regarder votre dossier et on va le filtrer. Oui. On va vous dire probablement que certains investissements ne sont pas pris dans les conditions d'éligibilité de la charte. Donc on passe de l'investissement, on va dire global, total, et là, vous allez basculer, en faisant un filtre, vous allez basculer vers l'investissement primable. C'est-à-dire, l'investissement, c'est la question que vous m'avez posée tout à l'heure, sur quelle base on va... Donc c'est sur l'investissement primable. Quel est cet investissement primable alors? Tout à fait. Alors, les frais d'études, d'enregistrement, de marque et de mise au point des procédés pouvant aller jusqu'à 5% du montant d'investissement primable, sans dépasser 500 000 dirhams. Je rajoute,
coût du foncier, pouvant aller jusqu'à 20% du montant d'investissement primable, sans dépasser 5 millions de dirhams. On est dans les filtres. Oui, on est en train de filtrer. La durée maximum de location avec option d'achat est maximum à 7 ans, fixée à 7 ans. Le projet d'investissement devra être réalisé dans le secteur de l'industrie, du tourisme ou de l'artisanat. Le coût d'acquisition de location avec option d'achat les véhicules sont exclus, hors véhicule. Ah, d'accord. Oui. Donc vous voyez bien, du calcul, enfin on est dans le filtre, du calcul du montant d'investissement primable. Et enfin, les dépenses d'investissement réalisées entre deux entreprises dont le capital, si le capital est détenu... Ce qui est normal. Ce qui est normal. C'est-à-dire que si par exemple le capital de la société est détenu par une autre entreprise qui dépasse 25%, mais qui réalise plus de 200 millions de dirhams, est exclu. Je rajouterai encore une chose. C'est que par exemple, vous allez acheter des machines. Supposons que les deux sociétés, à un autre fournisseur, supposons que les deux sociétés appartiennent à la même personne, sont exclus. C'est normal. C'est logique. C'est une logique imparable. Voilà. Donc là, on filtre et on arrive à ce qu'on appelle un investissement primable. À partir de l'investissement primable, on va aller chercher le premier ratio, ce qu'on appelle la prime à la création d'emplois stables. Comme je l'ai dit tout à l'heure, soit 5% si vous êtes dans votre ratio entre 2 et 5, 5 et 10, vous aurez 7%, au maximum, au-delà de 10, vous aurez 10%. Plus prime territoriale, elle peut aller à 10% si c'est une région moins sinistrée en matière d'emploi, ou 15% plus sinistrée. Catégorie A, catégorie B. Et à la fin, vous avez la prime liée aux activités prioritaires. Vous pouvez aller jusqu'à 10%. On va y venir aux activités prioritaires, parce qu'on disait effectivement que les entreprises éligibles sont celles qui travaillent dans un secteur. Effectivement, la liste, on l'a donnée, mais pour ce qui est effectivement des activités prioritaires, on y reviendra après les actualités, parce qu'elles sont prioritaires à 10h30, il est 10h31, on va céder la place à Karim Dronet qui nous présente les informations en langue française, et on reprendra notre émission des experts jusqu'à midi. Ceux qui veulent prendre la parole ou poser des questions, c'est toujours au 05 22 95 36 70 ou 80. بني منال خنيفرة تفيلات ضرعات تفيلات قلميم واد نوم العيون ساقية الحمراء داخلة واد الذهب vous aurez plus de bonus, plus de primes. D'accord. Alors au niveau des activités prioritaires, il y en a beaucoup. Oui. Ça a été publié en novembre 2025, récemment. Oui. D'accord. Et ça reprend entre guillemets sur l'aspect territorial le dispositif qui était mis en place pour les grandes entreprises. Pour certaines. Oui. Pour les régions, c'est les mêmes par rapport aux grandes entreprises. Je m'explique. Par exemple, celle que j'ai citée tout à l'heure. Oui. D'accord. Pour les zones prioritaires, vous avez deux catégories de zones. Vous allez dans la zone A, vous aurez 10% de prime. Vous allez dans la zone B, comme j'ai dit tout à l'heure, zone A, elle est moins sinistrée en matière d'emploi que la zone B. À votre avis, si on s'installe dans des villes où il y a plus d'emplois, par exemple Casablanca, Tanger, Kneta, etc. Pourtant, il y a beaucoup de chômage. Oui, mais 4% des jeunes. Donc là, mais il y a beaucoup d'opportunités en même temps. Voilà, tout à fait. Mais si on choisit par exemple des zones A ou des zones B, des zones A, on a 10%. Je vous donne un exemple. La Reish, dont je suis originaire, Mdir, Fnedaq, Wazan, Tétouan, Chefchaouen, Nador, Berkane, Sfrou, Boulmen, Tzaza, Fès, Mekines, Hajb, total 36 villes. Là, vous aurez 10% de l'investissement primable. Sur l'investissement primable. Oui. Vous avez la zone B. Sur ce critère. Vous avez la zone B. Donc la zone B, d'après le législateur, elle est un peu plus sinistrée que la zone A. Donc normalement, on aura plus de bonus. Oui. D'accord. Les 15%. Les 15%, tout à fait. Les 15%. On est dans le Hussima, Théodilt, Deliouch, Jalada, Gassif, Oujda, Anged, Figik, Moulay Yaqoub, Théouniat, Azilal, Rachidia, Midelt. Total, 24 villes. Première catégorie, 36 villes. Oui. Deuxième catégorie, 24. Total des villes qui bénéficient de la prime d'investissement, enfin de primable, c'est 60. 60 villes. Oui. Tout à fait. On aura vite fait de faire le tour du... Voilà. Et là, vous aurez plus de bonus. Vous allez me dire, oui, mais quelqu'un qui veut s'installer à Casablanca, il n'aura pas cette prime. C'est-à-dire qu'il aura la prime sur emploi,
s'il a choisi les activités prioritaires, donc prime sur l'emploi, c'est entre 5 et 10%, on est bien d'accord? Oui. Donc plus il crée de l'emploi, plus il aura du bonus en prime d'emploi. Et vous avez l'activité prioritaire. Mais par contre, s'il choisit Rabat, Knetra, Tanja, Casa et d'autres villes, et ben dans ce cas, il aura 0%. Oui. Tout simplement. 0% sur effectivement Sur l'investissement primable. Sur l'investissement primable, en fonction de, enfin sur ce critère en particulier de effectivement territorial. Tout à fait. Alors je vous donne la liste des villes où on ne peut pas bénéficier de la prime territoriale. Oui. Mais on bénéficie des autres primes. Oui. Voilà. Il y a Casablanca, Ben Slimane, Barchid, Jadida, Mediouna, Mohammedia, Nouassar, Stad, Marrakech, Knetra, Rabat, Skhira Tmera, Agadir, Fahs Lanjra et Tanger Azela. Vous installez dans ces villes-là, vous avez un projet d'investissement, vous choisissez l'activité prioritaire, vous aurez 10%. Puisque vous êtes installé dans ces villes, vous aurez 0%. Si vous créez de l'emploi, vous avez entre 5 et 10%. Alors, je reviens un instant effectivement sur les activités prioritaires. Moi, j'ai entendu l'artisanat, l'industrie. Alors, je vous avoue, je ne les connais pas par cœur. Oui, vous voyez bien que... Est-ce qu'on est rentré dans le détail? Voilà. Oui. Donc, moi, je vous donne... alors, moi, quand j'ai lu les activités prioritaires, je vois que le législateur, en fait, il encourage aussi de l'industrie. Oui. Je vous cite très brièvement. Transformation des produits d'origine végétale. On a fabrication de papier, au carton. On a fabrication de l'habillement. On a fabrication de produits agrochimiques. On a fabrication de produits informatiques. On a fabrication de tubes, tuyaux, etc. Donc vous voyez bien qu'il y a beaucoup, bien sûr, beaucoup d'activités industrielles. Mais il y a aussi traitements spéciaux des pièces aéronautiques. Il y a activités liées à la mobilité électrique. Il y a fabrication de chauffe-eau. Il y a également production de produits artisanaux. Il y a entreposage et stockage frigorifique. Il y a activités liées au cloud computing, ce qui est voilà, d'accord. Création d'établissements en formation professionnelle. Donc on aura plus de bonus. On va s'installer dans l'Oriental, Bni Millal, Khnifra que j'ai cité tout à l'heure. On a animation propre, tourisme de nature, restauration de monuments, etc., etc. Donc vous avez en fait le secteur. Ensuite, on a la branche d'activité. On a par exemple, moi je m'intéresse par exemple, je vais dire à l'aquaculture, à l'industrie alimentaire. Oui. J'aurai plus de bonus si je fais de la transformation des produits d'origine végétale, transformation des produits d'origine animale et production d'aliments pour animaux, fabrication de biscuits et du biscotte, etc., etc. Donc j'entends bien ça. Effectivement, ce sont des exemples dans l'agroalimentaire, dans l'industrie. J'ai entendu également des exemples dans l'artisanat et dans le tourisme. L'artisanat et le tourisme, ce sont les deux autres branches sur lesquelles effectivement on a défini certaines activités prioritaires. Tout à fait. Si j'entends bien. Alors, si par exemple je cite l'artisanat, vous avez la branche d'activité, plus exactement, artisanat de production d'art et utilitaire. Si je prends quelle catégorie d'activité prioritaire, on parle de production de produits artisanaux à base de matières d'origine végétale ou animale, de terre, de pierre, de bois, de cuir, textile ou de métaux. D'accord. D'accord. Voilà. Donc, vous voyez bien que, en fait, plus on est dans l'activité prioritaire, d'accord, c'est-à-dire que dans un secteur bien ciblé, on aura bien sûr notre prime de 10% sur l'activité prioritaire. Au maximum, bien sûr. De toute façon, il y a 10%. C'est one shot. Ah d'accord, donc si on est dans... Si on est 10%, on n'a rien. Par contre, c'est dans l'emploi où on a 5 ou 7 ou 10%. Oui. D'accord, donc bon, effectivement, sur ces critères, je vais y rester encore un petit instant parce que nous évoquions sur l'emploi que dans certaines activités, les ratios pouvaient être différents. Dans le tourisme, Mohamed El-Hayani, notamment. Alors, dans le tourisme, en fait, le ratio d'emploi, il doit être supérieur à 1,5, d'accord, pour toutes les activités, sauf dans le tourisme, où il faut que le ratio soit supérieur à 1. Vous allez me dire, qu'est-ce que c'est que le ratio? Le ratio, je prends... Oui, le fameux CAPEX. Oui. Le fameux CAPEX, c'est dénominateur CAPEX, c'est-à-dire que c'est le coefficient des emplois créés sur l'investissement l'investissement réalisé par l'entreprise. C'est tout ce que vous avez appelé le CAPEX. D'accord. Si on est entre 2 et 5, on est à 5%, entre 5 et 10, on est à 7%, et au-delà de 10, on est à 10%. Oui, bon, ça effectivement, on va y venir également de façon un peu
plus détaillée. On va prendre le temps d'une respiration musicale. Nous restons toujours ouverts à l'échange, bien entendu. Si vous avez des avis ou des questions, c'est toujours au 05 22 95 36 70 ou 80. Alors, il y a aussi un état d'esprit et une façon aussi qu'on a, entre guillemets, d'avoir le dossier le plus convaincant possible. À qui s'adresser. Et ça, on va y venir également dans les détail après la respiration musicale et effectivement sur l'aspect aussi témoignage, parce que je sais que les grandes entreprises souvent sont des établissements parfois effectivement des entreprises gérées entre guillemets par l'État. Il y a des grandes entreprises qui sont des sociétés anonymes. Il y a des dispositifs qui sont mis en place à travers effectivement l'armada d'experts qu'on peut mobiliser. Pour les petites et moyennes entreprises, c'est une autre paire de manches. Il faut que souvent la démarche vienne du chef d'entreprise lui-même, à qui s'adresser. On va y venir dans quelques instants, notamment après la respiration musicale. Et nous sommes avec notre invité Mohamed Lhiani, qui est expert comptable, et nous parlons ce matin du dispositif effectivement qui concerne la charte d'investissement dont peuvent bénéficier les petites et moyennes entreprises. Alors il y a beaucoup de critères et c'est vrai que parfois le diable se niche dans les détails. Il faut savoir entre guillemets plaider son cas et avoir le dossier le plus argumenté possible. De ce point de vue, quels sont les interlocuteurs et comment, entre guillemets, monter ce dossier comme il se doit, de façon optimale, Mohamed Lhiani? Alors, lorsque l'arrêté a été publié, moi j'avais assisté à une tournée avec une grande banque de la place. Et je leur disais, en fait, avant la publication de l'arrêté, je leur disais qu'il faut préparer votre dossier dès maintenant, en attendant l'arrêté. L'arrêté qui allait fixer les zones prioritaires et les activités prioritaires. D'accord. À qui s'adresser? Bien sûr à un professionnel, et notamment pour les TPME. D'accord. Mais aussi les grandes entreprises. Les grandes entreprises aussi font appel à des professionnels. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que lorsqu'on est bien accompagné, on peut bien ficeler le dossier et on ne perd pas son temps. Pourquoi? Parce que, attention, il ne faut pas oublier que cette prime, elle est valable, l'investissement, il ne doit pas dépasser 3 ans. Oui. Votre investissement ne doit pas dépasser en délai 3 ans. Si par exemple il dépasse 3 ans, il faudra prendre contact avec le centre régional d'investissement pour s'expliquer pourquoi, pour faire un avenant. Oui. C'est-à-dire que vous avez un engagement de 3 ans, d'accord, pour réaliser votre projet, votre investissement. Moi je vous conseille, à chaque fois que vous avez un souci, ça peut être de l'intempérie, ça peut être effondrement d'un terrain, etc. Moi, je vous conseille d'alerter le centre régional d'investissement pour qu'il tienne compte du délai. D'accord? Pour rallonger, parce qu'encore une fois, le délai est raccourci à 3 ans. D'accord. Donc les engagements sont effectivement pour cette durée de 3 ans. De 3 ans. Oui. D'accord. Si maintenant, qui est concerné, si vous me permettez? Bon, vous avez parlé de professionnel, donc le professionnel, lui, bien sûr, il va étudier votre dossier, d'accord? Les centres régionaux d'investissement ont mis en place aussi un site web pour faire une simulation. Donc ça, c'est un point très important, d'accord? Pour simuler le montant de la prime auquel vous avez droit. D'accord? Nous, en tant qu'expert comptable, bien sûr, on accompagne des entreprises. Moi, je commence à avoir des gens qui commencent à me contacter pour justement les accompagner. Le dossier, bien sûr. Alors, maintenant, vous allez peut-être me poser la question, et les gens, quid des gens qui avaient déjà commencé leur investissement auparavant, avant la publication de l'arrêté? Moi, je dis malheureusement, non, ils ne bénéficieront pas. C'est que les nouveaux investissements, avec des nouvelles créations d'emplois. Depuis la publication de l'arrêté, c'est-à-dire depuis le 6 novembre. Normal. Pour les investissements qui avaient été entamés avant la publication, ça continue. D'accord? Maintenant, vous avez des sociétés qui sont exclues. D'accord? Comme je l'ai dit tout à l'heure, les sociétés qui ont un chiffre d'affaires inférieur à 1 million de dirhams ou supérieur à 200 millions de dirhams, ou ça veut dire qu'on va vous renvoyer vers d'autres créneaux de subventions. Qui sont déjà, entre guillemets, plus de 200 millions, c'est grande entreprise. Moins de 1 million, on va vous renvoyer peut-être vers l'INDH, par exemple. D'accord? Pour l'investissement, si vous faites un investissement inférieur à 1 million de dirhams, vous n'êtes pas dans les critères d'éligibilité. Vous avez le capital de la société
est détenu directement ou indirectement par une autre société, d'accord, c'est-à-dire l'associé est une autre société, mais qui détient plus de 25% et qui réalise un chiffre d'affaires au-delà de 200 millions. Je m'explique. Vous avez une société qui veut bénéficier de cette charte. On va lui dire, donnez-nous qui sont les actionnaires et les associés. On va regarder les actionnaires et les associés. Si on se rend compte qu'il y a une société, on va l'interroger sur le chiffre d'affaires de cette société, de l'actionnaire ou de la société, de l'associé, d'accord. Si par exemple cet associé, qui est l'actionnaire ou associé, la société qui dépasse 2100 millions de dirhams, est exclue. Oui. D'accord. Oui. Ensuite, vous avez des associés ou actionnaires, on est toujours dans les sociétés exclues. Les associés ou actionnaires, c'est-à-dire les personnes de droit public ou entreprises publiques. Exclu lorsque un des actionnaires détient plus de 25% dans une société dont le chiffre d'affaires, entre guillemets, dépasse les 200 millions de... Vous êtes exclu, tout à fait. Mais c'est d'accord. Bon. C'est pas effectivement le cas général. C'est pas le cas général, mais bon, ça peut arriver. Mais ça peut arriver. Ça peut arriver. Oui. D'accord. Vous avez un autre cas de figure. Ça aussi, c'est un cas, j'ai envie de dire, c'est un cas courant. C'est que vous avez une société où les associés ou actionnaires est une personne morale de droit public ou une entreprise publique. Vous avez également prévenir entre guillemets peut-être un conflit d'intérêts. Tout à fait. Oui. Non, mais pas vraiment conflit d'intérêts, puisque peut-être qu'il y a d'autres créneaux d'aide qui sont destinés à ces associés. Je rajoute que, maintenant on a parlé des associés actionnaires, maintenant on parle de la société elle-même. Oui. Si la société elle-même est une personne morale de droit public ou entreprise publique, est exclue de l'aide. On a, si les fonds propres, parce que je rajoute une autre condition qui est très importante dans ce schéma d'investissement, il va falloir que vous apportiez des fonds propres, d'accord, minimum de 10%. Oui. Vous avez un investissement de 100. Oui. Vous ne pouvez pas, entre guillemets, bénéficier du bonus sur un financement totalement bancaire. Bancaire et étatique. Et étatique, oui. D'accord. C'est-à-dire que vous avez un investissement de 100, on va vous demander de ramener 10%, donc ça vous fait 10. On va peut-être vous accorder un maximum de 30, donc ça vous fait 40, et le reste peut-être qui est financé par la banque ou d'autres moyens. Mais en tout cas, il faut que ça soit financé minimum par les fonds propres de 10%, à hauteur de 10%. D'accord. C'est-à-dire minimum, je vais donner une somme entre guillemets à tout hasard pour la possibilité de bénéficier à minima entre guillemets d'une aide de l'État sur un investissement de 1 million de dirhams. Il faut au minimum apporter 100 000 dirhams d'apport propre dans cet investissement qui sera consenti. Tout à fait. Oui. D'accord. Vous avez également, si par exemple vous avez bénéficié d'une convention avec l'État, d'accord, qui est en dehors de ce schéma de la charte d'investissement, vous avez une convention avec l'État, et en parallèle, vous demandez la convention d'investissement liée à la charte d'investissement. C'est exclu. Oui. D'accord. Sauf si vous avez une subvention qui est liée à la région. Je m'explique. Vous avez, par exemple, vous avez signé une convention avec l'État, auparavant, sur un investissement en cours. Et vous faites appel au centre régional d'investissement pour vous financer, lié au dispositif de la charte d'investissement, pour vous financer cet investissement. Si vous bénéficiez déjà d'une subvention de l'État, vous êtes exclu. D'accord ? Autre chose, c'est que vous ne pouvez pas entamer 2 demandes de charte d'investissement pour un projet. Je fais un projet d'investissement à Casablanca et un autre à Stade. D'accord ? On va vous dire, terminez celui de Casablanca et après, vous commencez celui de Stade. Même si vous avez plusieurs sociétés, entre guillemets. Non, c'est au nom de la société. C'est au nom de la société. Une seule société ne peut pas bénéficier de primes d'investissement liées à la charte d'investissement. Mais je suis propriétaire, entre guillemets, de 4 sociétés, c'est possible. Oui, c'est au nom de la société. C'est au nom de la société. Tout à fait. Est-ce qu'il y a d'autres critères, entre guillemets, d'exclusion, Mohamed El Hiani ? Écoutez, à ma connaissance, non, je pense pas. D'accord. Je pense qu'on a dit pas mal de choses. Oui, effectivement, dans le détail, il faut en dire un maximum, parce que souvent, entre guillemets, la réticence, elle est de principe. Ceux, entre guillemets, qui sont des entrepreneurs ne se tournent pas spontanément vers les dispositifs qui sont mis en place. Pas toujours, Mohamed El Hiani. Alors, si j'entends bien, alors ceux qui
qui peuvent entre guillemets accompagner. Il y a le site du CRI pour les simulations, il y a les experts qui peuvent entre guillemets tout à fait aider à ce que le dossier soit convaincant auprès des CRI. C'est-à-dire que les CRI, on va vous demander une liste de documents, d'accord, qui était d'ailleurs publié aussi dans l'arrêté de novembre 2025, d'accord. Entre autres, il y a bien sûr le registre de commun de la société, les statuts de la société, le business plan de la société, etc., d'accord. Et nous, effectivement, nous, en tant qu'experts comptables, on est sollicités pour accompagner ces entreprises auprès du CRI. Alors là, maintenant, ce qui est bien, c'est comme j'ai dit tout à l'heure, il y a une simulation qu'on peut faire sur le site du CRI, premièrement. Et deuxièmement, c'est que vous pouvez télécharger directement, c'est pas vous pouvez, vous devez. D'ailleurs, l'arrêté l'a bien précisé, c'est que maintenant, on télécharge les pièces sur la plateforme du CRI. D'accord, c'est obligatoire. Ah, comme ça, il n'y a pas de surprise, parce que... Non, c'est pas une surprise, c'est que vous n'avez pas besoin de vous déplacer déjà. D'accord. Donc on peut aller directement sur le site et télécharger bien sûr les pièces pour justement entamer la demande de la charte d'investissement. Oui. Alors, il y a un aspect sur lequel également portent certaines interrogations Mohamed El-Hayani, c'est celui entre guillemets du contrôle. Les engagements qui seront entre guillemets consentis par les entreprises qui peuvent bénéficier de cette aide, qui va entre guillemets procéder aux vérifications. Comment se fait le dispositif? Est-ce que c'est par tranche? Est-ce que c'est en fonction de comment les choses se passent sur le terrain par rapport aux engagements qui sont pris par les entreprises? Comment ça s'est passé pour les grandes entreprises? Puisque effectivement il y a une expérience qui peut nous renseigner par rapport au dispositif désormais possible depuis le 6 novembre. En fait c'est très simple, c'est que il y a bien sûr un contrôle qui est fait dans le cadre de la charte d'investissement. Alors, le législateur a bien précisé, je veux dire, d'abord le mode en fait, s'il y a une infraction, il faut débourser. D'accord, il faut rembourser toute la charge, l'investissement, la prime liée à l'investissement, bien sûr, à l'État. Premièrement. Deuxièmement, oui, c'est-à-dire que vous n'avez pas respecté les engagements. Oui. D'accord, il ne faut pas oublier que c'est une convention signée entre l'État et la société et l'entreprise. Premièrement. Deuxièmement, vous avez le mode de versement de la prime n'est pas au départ. C'est-à-dire qu'il n'est pas réalisé au départ. Il y a 50% qui est fait pour la prime territoriale à hauteur de 50% de l'investissement. Je m'explique. Vous avez un investissement de 100. Vous avez atteint 50%. Donc vous êtes arrivé à 50 d'investissement. Oui. Là, vous pouvez demander la moitié de la prime territoriale et la prime prioritaire. C'est-à-dire que vous êtes déjà engagé. Ah oui, bien sûr. Oui. Et comment on fait? C'est-à-dire que nous, dans d'autres cadres de la charte, d'aide de l'État aux contribuables, c'est-à-dire que nous, on contrôle aussi les investissements réalisés, mais peut-être qu'on pourra en parler après la pause. On va y venir après, effectivement, les actualités. On avait annoncé Moral Baba à 11h, il est venu à 11h00, comme d'habitude. On va donc se retrouver pour la suite de notre émission qui, elle, se poursuit jusqu'à midi. Et ceux qui ont des avis ou des questions, n'hésitez pas toujours. C'est au 05 22 95 36 70 ou 80. Suite de notre émission ce matin consacrée à la charte d'investissement pour les petites et moyennes entreprises. Pour en parler, nous sommes avec notre invité qui est expert comptable, vous savez, commissaire aux comptes, Mohamed El-Hayani, et nous évoquions effectivement parfois la difficulté ou la réticence de principe qui peut exister à l'idée simplement de soumissionner, de demander ce soutien ou cette aide entre guillemets étatique. Mohamed El-Hayani, alors pour mener à bien cette mission-là, on disait qu'il y avait des interlocuteurs, les experts, les CRI régionaux notamment, sur le dossier et la difficulté entre guillemets d'avoir un bon dossier. Il y a un certain nombre de documents, un certain nombre d'éléments, un certain nombre d'engagements qu'il faut entre guillemets respecter. Oui, tout à fait. De toute façon, vous avez d'autres conditions, outre celles innombrables qu'on a évoquées. Tout à fait. Moi personnellement, j'ai écrit un article détaillant tous les critères de cette charte d'investissement TPME. Vous pouvez retrouver cet article, vous tapez Mohamed El-Hayani, charte d'investissement sur LinkedIn, et vous aurez l'article là-dessus. Et là, il englobe tout.
d'accord, y compris les activités prioritaires et les régions. Ça, c'est important. Deuxièmement, le législateur, en fait, il est bien conscient, à la lecture de cet arrêté, on voit bien que le législateur a été bien conscient de simplifier aux entreprises la démarche de la demande de la prime liée de la charte d'investissement. D'accord ? Pourquoi ? Parce que, en fait, il a demandé à ce qu'on fasse la démarche pas en ligne. Deuxièmement, il y a une simulation qui est en ligne pour voir si vous rentrez dans les critères ou pas. Troisièmement, connaître aussi le montant de la charte, le montant de la subvention d'investissement. D'accord ? Donc, maintenant, on voit bien qu'on se dirige de plus en plus vers la digitalisation, d'accord, du process ou de la relation entre les sociétés ou le contribuable et l'administration publique. D'accord. Donc c'est déjà une barrière en moi. Nous avons un auditeur qui nous a contacté, Si Mohamed, qui est avec nous et qui nous a appelé de Casablanca et en quel on cède volontiers la parole. Si Mohamed, bonjour à vous. Oui, bonjour Sibadr, bonjour Monsieur El-Hiani, le comptable. La thématique est très intéressante. Dans le cadre de l'échange du partage, je voulais tout simplement intervenir par rapport à la question de l'éligibilité des sociétés qui peuvent bien sûr prétendre au bénéfice des primes accordées dans le cadre de la charte. Moi, j'ai dans le cadre d'une réunion, d'une rencontre avec la Chambre de commerce française au Maroc, il y avait une personne de l'AMDI et même de Syrie Casa, et j'ai posé la question sur les typologies d'entreprises qui peuvent bénéficier. J'ai posé la question sur, la question a été non, c'est sur les succursales. Une entreprise étrangère qui n'est pas basée au Maroc, mais qui a une succursale ou un établissement stable au Maroc, ils peuvent pas, même s'ils ont un projet d'investissement, d'accord, donc ils peuvent pas prétendre au bénéfice. Je crois que la charte ne spécifie pas expressément les succursales, il parle d'entreprises en général, mais la question a été posée et ils m'ont dit que c'est pas possible. Et également, les entreprises qui sont basées dans, les zones, d'accélération industrielle, je parle de Tanger, je parle de Knetra, qui sont basées là, donc ils ne peuvent pas, parce que ce sont des entreprises étrangères, de droit étranger, pas marocain, ils ne peuvent pas également, même s'ils prétendent, s'ils veulent faire des projets d'investissement, peut-être ils peuvent signer avec l'État d'autres conventions par rapport à leurs spécificités, surtout dans l'aéronautique et de l'automobile. D'une part. D'autre part, par rapport aux exclusions, il y a, pour l'emploi, la prime de l'emploi, c'est destiné pour les employés de droit marocain. Ça veut dire un étranger, il peut pas, l'entreprise qui veut embaucher un étranger, l'étranger ou les personnes étrangères ne peuvent pas compter dans le ratio calcul de la prime pour l'emploi. Oui. Ça a été dit au niveau de la charte. Oui. De droit, c'est des Marocains et normalement ils doivent être inscrits à la CNSS, bien sûr, donc pour pouvoir prétendre justement. Et également, les Marocains qui sont engagés dans des sociétés qui veulent faire de l'investissement et qui bénéficient déjà d'une prime de l'ANAPEC, ils ne peuvent pas cumuler l'avantage de l'ANAPEC, parce que l'ANAPEC, il octroie des avantages pour les créations d'emplois jusqu'à moins de 10 000 dirhams. Je crois il y a donc une prime là-dessus donnée par l'ANAPEC. Donc, l'entrepreneur ou le lycée ne peut pas prétendre, au cumul d'investissement. Par contre, en matière de financement, par exemple, une entreprise, vous avez dit, 10% c'est de l'autofinancement, 30% maximum prime cumulée, donc dans le cas de la charte, et les 60%, ils peuvent être, effectués par le recours au crédit bancaire, mais si le crédit bancaire s'inscrit dans le cadre de ce qu'on appelle une TIS, l'entreprise, il peut également bénéficier de
de 20% du programme d'investissement. Pour un projet de 50 millions de dirhams, il peut bénéficier de 10 millions de dirhams sous forme de prime à l'investissement, mais dans le cadre de ce qu'on appelle projet MTS. Mais là, c'est Live PME, c'est ce qu'on appelle Maroc PME qui octroie ça, mais après un contrôle, avec une dotation, avec pratiquement une étude, un diagnostic très, je dirais, stratégique, en même temps financier et technique, pour pouvoir prétendre à une prime à l'investissement en matière de financement. Ça, le cumul est permis et autorisé. J'ai posé la question, ils m'ont dit que c'est possible. Et puis, là, je pose une question à monsieur l'expert. En termes de déboursement, et en termes de, je dirais, de déblocage. Oui. Donc, vous avez dit 50%, une fois que la personne réalise 50%, il peut prétendre à 50% de prime, de déblocage de prime. L'autre 50% à l'achèvement. Entre-temps, j'ai vu une directive qui a été édictée par l'ordre des experts comptables pour pouvoir pratiquement, je dirais, piloter l'opération de contrôle pour s'assurer est-ce que les ratios sont bons, est-ce que la personne elle a bien réalisé la vie comme il se doit et selon la convention signée avec Syrie ou avec l'État. Et c'est une directive destinée que pour les experts. Est-ce que réellement c'est l'expert comptable ou plutôt le CAC? Est-ce que c'est le CAC normal qui fait de l'audit? Est-ce que, bon, je sais que au Maroc, c'est dualiste, expert comptable, CAC, c'est la même chose, mais parfois il y a des cumuls de fonctions, c'est pas possible. Et là, c'est pourquoi je pose la question. L'expert comptable, il peut accompagner pour la mise en place d'un dossier d'investissement avec un business plan, trésorerie, tout ça, mais entre-temps, il ne peut pas faire le contrôle pour pouvoir bénéficier. C'est là, je pose la question, pour bénéficier justement des primes. Donc, est-ce que c'est le cas qui doit faire cette mission pour pouvoir prétendre, et sur la base de cette attestation, si j'ose dire, peut-être que c'est une attestation particulière pour pouvoir bénéficier. C'est là, on aimerait bien avoir des éclairages là-dessus, par Silhiani, notoirement connu en tant qu'expert comptable, pour nous éclairer davantage par rapport à ça, et je vous remercie. C'est nous qui vous remercions aussi, Mohamed. Alors, il y a beaucoup d'éléments qui ont été... Il y a beaucoup d'éléments à dire, justement. Le cumul, donc, il a... contrôle. Exactement. Oui. Donc, en fait, il a anticipé certains points que nous allions, aborder. Au niveau des emplois stables, si vous me permettez, d'accord? On parle de nouveaux emplois créés directement. Ça veut dire que c'est la société qui embauche et non pas le sous-traitant qui embauche. Donc, c'est directement. Objet d'un contrat conclu pour une durée de 18 mois consécutifs au moins. Consécutifs, c'est-à-dire pas de rupture. Premièrement, personne concernée. Alors, monsieur, tout à l'heure, il a parlé un an et demi. Tout à l'heure, il a parlé des Marocains. Alors, on parle de nationalité marocaine. Le législateur a été bien précis. Donc, il n'a pas dit marocain, il a dit nationalité marocaine. D'accord. Et immatriculé à la CNSS. À exclure. Donc, il a cité tout à l'heure les emplois qui bénéficient d'une subvention directe de l'État instituée par un autre dispositif de soutien. Ça veut dire qu'il ne rentre pas dans le calcul des emplois stables, bien évidemment. D'accord. Maintenant, je reviens sur l'attestation de l'expert comptable commissaire aux comptes. Alors, vous avez parfaitement raison. Si, par exemple, le professionnel que je suis, expert comptable et commissaire aux comptes, si je suis dans l'incompatibilité de l'exercice de la profession, j'abandonne. Oui. Je suis commissaire aux comptes et que je me rends compte que je vais être jugé et parti, j'abandonne. Je ne le fais pas. D'accord. Je demande à mon client d'aller chercher un expert comptable, tout simplement. D'accord. Au niveau de l'attestation, c'est important. Bon, on va dire rapport, mais plutôt attestation. D'accord. Et c'est vrai que moi, j'ai attesté pas mal de projets d'investissement liés, par exemple, à projets d'investissement, le ministère de l'Industrie, etc. D'accord. Qu'est-ce qui se passe? C'est que tout à l'heure, vous avez bien vu qu'il y a pas mal de calculs. 50% de l'investissement, vous avez droit à 50% de la prime prioritaire, prime d'activité. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Bon, en fait, on demande, personnellement, je demande un bon de commande, un bon de livraison, la facture et son paiement. D'accord? Une fois j'ai ces éléments-là, mais il faut que l'investissement soit lié, bien sûr, à l'entreprise. Donc, je vérifie bien que la facture est au nom de l'entreprise qui fait la demande de la subvention d'investissement. Oui. Donc, c'est un point très important. Une fois la somme des 50% est atteinte, on va automatiquement demander, bien sûr, de l'aide financière. Tout à l'heure, monsieur, il a parlé de 60% de financement, ça peut être aussi de bancaire.
minimum, c'est 10% d'apport. Vous pouvez apporter 20%, vous pouvez apporter 30%, vous pouvez apporter 40%. D'accord ? Vous pouvez apporter jusqu'à 70%, parce que vous avez un plafond de 30% de la subvention liée à la charte. D'accord ? Donc, au niveau de l'attestation, il n'y a pas eu, moi j'ai pas eu encore de retour par rapport à cette charte d'investissement, parce que j'ai posé la question au Centre régional d'investissement, on nous a dit stand-by. Oui. D'accord ? Mais probablement qu'ils vont déléguer cette tâche à l'expert comptable, commissaire aux comptes, pour justement valider, approuver les engagements de l'entreprise en matière d'investissement. D'accord. Et sur, par exemple, ceux qui seront accompagnés, j'imagine qu'ils ne seront pas, entre guillemets... oui, ils n'ont pas de commissaire aux comptes. C'est-à-dire que s'ils sont accompagnés, ils font appel à un expert comptable, et l'expert comptable va les accompagner justement à étudier le business plan, etc. Je reprends un point qui est très important. Tout à l'heure, il a parlé de la succursale. Il a dit, il a dit, on vous a répondu peut-être que c'est non, c'est ça. Qu'elle n'est pas concernée. Alors, c'est très simple. Il n'y a pas de réponse précise. Mais je vais vous dire, on fait des déductions des fois à travers la lecture des textes. Le texte la loi parle de quoi ? Le décret parle de personnes morales. Il parle du registre de commerce. Il parle des statuts. Il parle des actionnaires associés. Donc vous voyez bien qu'il parle de... Donc on déduit que la succursale est exclue. D'accord ? À travers les documents, enfin, ce que je viens de citer, on peut pas demander parce que on parle de la personne morale. Personne morale au Maroc, c'est une société. On parle de registre de commerce. À ma connaissance, je crois pas que la succursale a un registre de commerce. On parle également des associés actionnaires. Associés actionnaires sont où ? Ils sont à l'étranger. Il faut pas qu'ils fassent plus de 200 millions de chiffre d'affaires. On sait pas combien de chiffre d'affaires ils font à l'étranger. Donc du coup, ils sont exclus. Donc on déduit qu'ils sont exclus. J'espère que sur les différents points, on a apporté les réponses, si Mohamed. Oui, tout à fait, je vous remercie infiniment. C'est moi qui vous remercie. Très bonne journée, si Mohamed. On reste toujours ouvert dans cette émission à l'échange jusqu'à midi. On va simplement profiter de la respiration musicale et en reprenant la suite de notre émission des experts consacrée ce matin pour ceux qui se joignent à nous, à la charte d'investissement. Et ceux qui souhaitent nous contacter, c'est toujours au 05 22 95 36 70 ou 80. Et nous reprenons la suite de notre émission des experts ce matin qu'on consacre à la charte d'investissement, et pour en parler nous sommes avec notre invité qui est expert comptable et qui est commissaire aux comptes. Nous sommes avec Mohamed El-Hiyani. Alors il y a beaucoup d'aspects qu'on a pu évoquer tout au long de l'émission et le podcast est réécoutable. Si vous avez des questions ou des avis, n'hésitez pas à nous joindre. Nous restons à l'antenne, je le disais, jusqu'à midi au 05 22 95 36 70 ou 80. Alors au chapitre du déboursement et du dossier, je ne crois pas qu'on était exhaustif entre guillemets, parce que c'est très important, parce que c'est un accompagnement, un financement, il y a des contrôles, et de ce point de vue, ceux qui peuvent en bénéficier et qui nous ont écoutés depuis ce matin se posent aussi la question de savoir quand est-ce que les fonds entre guillemets seront disponibles. Mohamed El-Hiyani. Ouais. Alors au niveau du déboursement, c'est simple, je l'ai dit tout à l'heure, mais je vais me répéter, si vous me permettez. Le montant de la prime liée aux activités prioritaires, c'est-à-dire 10%, et le montant de la prime territoriale, comme je dis tout à l'heure, zone A, 10%, zone B, 15%, versé en 2 tranches. Oui. D'accord ? Pas la prime liée à l'emploi. Donc je reprends. Les activités prioritaires et les activités, la prime territoriale, elle est versée à hauteur de 50%. Quand 50% du montant total des 2 primes, bien sûr cumulées, supposons c'est 10 et 10, c'est 20%, après justification de l'avancement de moins 50% du montant total de l'investissement sur lequel c'est engagé. J'ai cité tout à l'heure un exemple, j'ai 100 de l'investissement, j'ai atteint la moitié, 50. D'accord, donc je me suis engagé, donc j'ai acheté un terrain, j'ai commencé à construire, j'ai acheté des machines, etc. J'arrive à la moitié. La moitié, je peux m'adresser à l'organisme pour qu'il me verse 50%. Le CRI, normalement. D'accord, pour qu'il me verse 50% de la prime. Il y a 3 primes. De la prime d'activité et la prime de la région. D'accord. Vous allez me dire quel est le sort de la prime sur emploi. La prime de l'emploi, vous l'aurez qu'à la fin. Après. Jusqu'à la fin de l'investissement. D'accord. Jusqu'à ce que vous terminiez. C'est-à-dire que vous avez la moitié de la prime prioritaire, l'activité prioritaire, et les activités prioritaires et les zones prioritaires. D'accord. Vous n'aurez que la moitié lorsque vous aurez atteint 50% de l'investissement.
Après, vous allez finir votre investissement. Il faudra compléter. Il faudra compléter avec quoi? Vous avez droit à 50% de la prime prioritaire, de la zone prioritaire. Vous avez 50% de l'activité prioritaire. Et je vous rappelle que vous n'avez pas encore demandé la prime sur emploi. Donc vous allez demander aussi 100% de la prime d'emploi. C'est-à-dire qu'on ne vous verse pas la prime d'emploi en fonction de degré d'avancement de votre investissement. Oui. Et la durée totale est de 3 ans. La durée totale, justement, alors sauf stipulation contraire de la convention d'investissement. Intempéries, oui. Il faut juste ça, en fait, le législateur n'a pas parlé d'intempéries, mais il faudra informer. Parce que des fois, on peut avoir des surprises. Vous construisez, vous avez un effondrement de terrain, vous avez des inondations, vous avez... voilà. Donc là, il faudra justement... C'est comme les marchés publics. D'accord? Lorsque vous prenez un marché public, dès qu'il y a un obstacle qui entrave la continuité de votre chantier, il faudra bien informer, tout simplement. D'accord? Donc le délai ne doit pas dépasser 3 ans à compter de la date de la signature de la convention. Oui, et ça concerne, on le rappelle à nouveau, les investissements, entre guillemets, qui, sont après le 6 novembre, c'est-à-dire... Après l'arrêté. Après l'arrêté. La publication de l'arrêté. C'est pas rétrospectif. Tout à fait. Ce délai peut être prorogé d'un commun accord des parties. Il doit faire, bien sûr, l'objet d'un avenant. Et tout investisseur qui ne remplit pas ses obligations contractuelles est tenu de restituer à l'État les primes d'investissement dont il a bénéficié. L'entreprise. Alors, sur effectivement cet aspect-là, parce qu'il faut parfois évoquer des aspects pratiques quand on va s'engager dans un investissement parfois conséquent, par exemple l'acquisition d'un terrain, et on rappelle effectivement que les terrains entre guillemets appartenant à l'État, l'acquisition de ces terrains-là. Parce que vous avez déjà bénéficié d'une aide, enfin en fait, par exemple d'un prix attractif qui est déjà en quelque sorte une subvention. Oui, tout à fait. Alors, si vous faites l'acquisition d'un terrain que vous engagez à construire, quand on fait l'acquisition d'un terrain, on a des apports et puis il y a le financement. Tout à fait. Le financement entre guillemets bancaire. Alors la durée de l'investissement, ça concerne la réalisation, c'est-à-dire le moment où effectivement, les bâtiments, les locaux entre guillemets sont livrés, sont opérationnels, pas nécessairement la durée du financement qui permet effectivement. Ça n'a rien à voir. La durée de financement, c'est autre chose. D'accord. La durée du financement, vous pouvez par exemple, vous engager à faire votre investissement dans un délai de 3 ans. Mais le financement, il peut être au-delà. Enfin, le remboursement du crédit peut être au-delà de 3 ans. C'est-à-dire sur les 60% que vous pouvez obtenir de la banque, vous pouvez financer sur un délai plus long que les 3 ans. La condition suspensive est liée à la charte d'investissement, c'est-à-dire que vous avez un engagement de faire un investissement, de recruter du monde, etc., dans un délai maximum de 3 ans. Oui. Et je reviens aussi effectivement à ce délai de déboursement. Quand une entreprise va, entre guillemets, engager, parfois un expert pour, manœuvrer dans le détail pour avoir effectivement les arguments les plus complets possibles pour bénéficier des aides de façon optimale. Alors, le contrôle sur effectivement l'aspect embauche, comment ça se passe? En fait, c'est simple. Si par exemple, on fait appel à un expert comptable, d'accord? Nous, ce qu'on demande, c'est que d'abord, est-ce qu'il est déclaré à la CNSS? Quel est le document? C'est le bulletin les BDS, qu'on appelle les bulletins de souscription, c'est-à-dire les BDS. D'accord, premièrement. Deuxièmement, on va demander quel type de contrat il a. Normalement, il doit avoir un contrat CDI, parce que minimum 18 mois. D'accord. Maintenant, il y a une question... Normalement. C'est-à-dire qu'il a un contrat il n'y a pas de rupture. Il ne faut pas qu'il y ait de rupture. C'est-à-dire s'il y a une rupture, il y a une sorte... Et c'est caduque. C'est-à-dire vous n'avez pas respecté les conditions, parce qu'on parle d'un délai continu de 18 mois. Donc ça fait partie des infractions entre guillemets. Tout à fait. Oui. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas embaucher quelqu'un pendant 6 mois, puis après vous faites une rupture de 2 mois, puis vous reprenez encore une fois sur les délais restants. Non, ça ne marche pas. Il faut compter 18 mois à compter de la date de son recrutement, de son embauche. D'accord. Maintenant, il y a une question qui se pose en matière d'ANAPEC. Parce que des fois, vous avez des entreprises qui font appel à de l'ANAPEC. D'accord. Si je me réfère, parce que encore une fois, le législateur n'a pas parlé d'ANAPEC, mais on en déduit. D'accord. Je donne un avis. Il y a 2 types
À ma connaissance, je connais un programme tahfiz et un contrat d'insertion. Comme son nom l'indique, contrat d'insertion, insérer qui? Insérer des stagiaires. Est-ce qu'ils seraient considérés comme des emplois permanents? À mon avis, non. Parce qu'ils sont toujours stagiaires. Vous n'avez pas d'engagement. Et d'ailleurs, dans le contrat ANAPEC, de contrat d'insertion, c'est marqué contrat de stage. C'est-à-dire entre la société et le stagiaire et l'ANAPEC. En revanche, tout ce qui est programme tahfiz, je rappelle, c'est les avantages qu'obtiennent les sociétés ou les entreprises pour le contrat d'insertion ANAPEC ou tahfiz. Pour ce qui est tahfiz, c'est un contrat de travail en quelque sorte. C'est-à-dire que vous bénéficierez des avantages sociaux et fiscaux dans un délai de 24 mois à condition de continuer à recruter la personne. Si vous prenez par exemple quelqu'un en contrat ANAPEC tahfiz, si vous le prenez un minimum 18 mois, là vous pouvez, à mon avis, personnellement, parce que c'est pas explicite, à mon avis, c'est considéré comme un salarié permanent. Oui, donc il y aura aussi des clarifications peut-être dans les jours à venir sur ces aspects-là. Alors, est-ce qu'il y a des erreurs, entre guillemets, à éviter lorsqu'on est engagé dans ces démarches et lorsqu'on se sent, entre guillemets, possiblement concerné par l'intérêt de solliciter ce type l'erreur, il ne faut pas tarder. C'est-à-dire que vous avez déjà ficelé, supposons par exemple des gens qui ont déjà une idée du projet d'investissement, il faut passer à l'acte tout de suite. C'est-à-dire qu'il faut commencer à préparer votre dossier d'investissement. Soit vous passez par un professionnel qui vous accompagnera pour la constitution du dossier, ou s'adresser directement au CRI pour justement vous accompagner en matière de... Oui, mais quel est le risque, entre guillemets, le risque, c'est le délai de 3 ans. Tout à l'heure, on en a parlé, c'est-à-dire que vous risquez, parce que quand il y a un investissement, attention, quand on investit, il faut s'attendre s'attendre des fois à des retards. Des retards de livraison, des retards de construction, donc il faut faire attention à ça. C'est pour ça que je disais qu'en fait, il faut faire très rapidement, et vous avez bien sûr une sorte de chrono, 3 ans, il ne faut pas dépasser pour justement bénéficier de la prime. Et aussi, calculer votre prime. Et je l'ai dit tout à l'heure, c'est que vous pouvez aller sur le site pour faire votre simulation de la prime. Oui, donc essentiellement les retards à éviter, peut-être en ce qui concerne les simulations, aussi la prise en compte des aspects, entre guillemets, dans le détail pour savoir si... Tout à fait. Pour connaître, entre guillemets, la base sur laquelle on peut bénéficier de... Tout à fait. Parce que au départ, vous aurez aussi besoin de constituer un projet d'investissement qu'il faut défendre auprès du CRI. D'accord? Si vous êtes accompagné par un professionnel, il ne faut pas tarder à lui communiquer les informations pour constituer ce business plan, ce qu'on appelle le plan d'affaires. Oui. Hormis les papiers qu'on demande, le RC, les statuts, etc., il y a aussi un business plan qui demande un temps assez important pour constituer le dossier. Notamment, donc il ne faut pas tarder. Pour débloquer aussi le financement bancaire, parce que si j'entends bien, on l'évoquait en début d'émission, alors on va rentrer dans les sociétés éligibles si la société a moins de 3 ans et que... non, si l'entreprise par exemple a plus de 3 ans, oui. On peut choisir un chiffre d'affaires. En fait, le chiffre d'affaires doit être entre 1 million et 200 millions. D'accord ? C'est une des 3 années. C'est une des 3 années, voilà. Oui. Qui est entre 1 et 200 millions. Il rentre dans la catégorie, dans le cadre. D'accord ? Mais en revanche, c'est pour ça que le législateur n'a pas exclu aussi les sociétés nouvellement créées. Mais c'est là où je voulais en venir, parce que les sociétés nouvellement créées pourront bénéficier d'un certain nombre d'aides prévues par ce dispositif-là. Oui, tout à fait. Est-ce que, de ce point de vue, entre guillemets, il y a également des aspects qu'il faut ficeler de sorte à bénéficier de ces aides lorsqu'on... C'est son projet d'investissement. Oui, vous avez une idée d'un projet, par exemple, d'accord ? Avant de signer la convention avec le CRI, il va falloir bien sûr préparer le dossier. C'est pour ça qu'il faut ficeler le dossier avant la signature de la convention, du contrat. Lorsque vous signez la convention, il y a un délai qui court à compter de la date de signature et c'est 3 ans échus. D'accord ? Vous avez une idée sur l'investissement. Dans quoi ? Dans les activités prioritaires et dans quelle zone ? Si vous choisissez votre activité, vous avez choisi votre zone, vous faites une simulation de la prime à laquelle vous avez droit. Et dans ce cas, vous allez au CRI, vous déposez le dossier. Parce que vous avez tout préparé au préalable. Oui, mais en plus, parfois des aspects de financement, entre guillemets, bancaire. Oui, tout à fait. Bon, oui. Avant d'y aller, comme j'ai dit tout à l'heure, vous pouvez faire votre simulation
depuis chez vous, d'accord, pour avoir le montant de la prime. Vous avez aussi l'obligation de faire des fonds propres, on est bien d'accord. Minimum 10%. Minimum 10% du projet, d'accord. Et le reste, vous avez un accord de principe de la banque, de 60% minimum. Oui, et quand vous êtes dans ce cas de figure, bon, vous n'avez pas déjà un chiffre d'affaires, entre guillemets, mais par contre, vous avez un montant d'investissement. Tout à fait. C'est ça. C'est pour ça que je disais qu'en fait, le cumul des conditions, à savoir le total d'investissement entre 1 et 50 millions et ratio d'emploi supérieur à 1,5 et bien sûr le projet d'investissement d'être réalisé dans des zones prioritaires et par région et 10% de fonds propres, le législateur n'a pas dit et le chiffre d'affaires. Non, il a dit et le chiffre d'affaires entre 1 et 5 secondes, sauf si l'entreprise est nouvellement créée. Sauf si l'entreprise est nouvellement créée. Alors dans ce cas, j'ai 200 000 dirhams entre guillemets de fonds propres. Je sollicite le financement bancaire à hauteur de 5, donc 1 million de dirhams fois 5, dans le cadre effectivement des dispositifs existants. Tout à fait. Pour financer entre guillemets les nouveaux projets. Je suis éligible. Ben oui, parce que vous avez dépassé les 1 million d'investissements. C'est parfait, donc on a apporté... Parce que l'investissement c'est entre 1 et 50 millions. Entre 1 et 50 millions. C'est pour ça que j'ai pris la fourchette minimale. Mohamed El-Hayani. On va profiter de la respiration musicale et on reprendra entre guillemets notre émission qui se termine à midi, un peu moins. Et nous restons bien entendu ouverts à l'échange si vous avez des précisions ou des avis ou des témoignages à faire entendre. C'est toujours au 05 22 95 36 70 ou 80. Et nous reprenons notre émission des experts ce matin avec un expert comptable et un commissaire aux comptes, Mohamed El-Hayani. Alors il y a beaucoup d'événements de sensibilisation. Il y a bien entendu la littérature, les articles spécialisés, il y a parfois les rendez-vous, les conférences pour se renseigner, il y a le CRI et parfois les simulations et l'information disponible par ce biais-là. Reste entre guillemets une réticence, quelquefois de principe, par rapport à ceux qui peuvent être bénéficiaires de ce type d'aide, Mohamed El-Hayani. Ce qu'on peut constater sur le terrain. En fait, premièrement, je les invite à regarder l'émission, déjà, et à écouter cette émission pour s'inspirer et voir s'ils rentrent dans les critères d'éligibilité de la charte d'investissement. Premièrement, deuxièmement, qui tente rien à rien. C'est-à-dire se rapprocher des organismes qui sont concernés, si je prends le cas par exemple du CRI ou des professionnels, pour se renseigner. Oui. D'accord. Et voir si on est éligible. Une fois on est éligible, on passe bien sûr à une constitution de dossier. C'est-à-dire que bien sûr, l'État veut des garanties pour vous donner de l'argent public. En fait, c'est notre argent aussi, il ne faut pas l'oublier. C'est l'argent public. Et pour pour bénéficier de l'argent public, il faut bien que l'État ait des garanties d'investissement et essentiellement, bien sûr, aller dans des zones qui sont sinistrées, choisir des activités qui sont prioritaires, qui rentrent dans la stratégie de l'État et la chose là aussi la plus importante, c'est la création d'emplois. Oui, et c'est effectivement l'intérêt qui est purement incitatif dans l'esprit. Alors par rapport effectivement au conseil, je le disais, il y a des rendez-vous, il y a parfois des éléments qu'il s'agit d'observer dans le détail. Et de ce point de vue, on se renseigne d'abord sur effectivement la possibilité ou non de bénéficier avant d'envisager tout accompagnement. Tout à fait. Comme je disais tout à l'heure, vous avez un délai qui court à compter de la date de la signature de la convention. D'accord. Donc c'est un contrat qui vous engage entre vous et l'État. Il faut bien ficeler votre dossier, se renseigner avant, voir si vous êtes éligible ou pas. Et puis bien sûr, avant ça, il faut aussi que vous ayez une idée sur le projet. C'est que les gens, ils ont une ambition, ils ont une envie de faire des projets, d'investir, mais ce n'est pas, soit il n'est pas bien ficelé, pas encore bien ficelé, soit ils ont des projets qui sont vagues, mais ils ne passent pas à l'acte. D'accord. Moi, si j'ai un mot à dire, c'est que moi, je les encourage vivement à se lancer. Il ne faut pas être réticent. Mais il faut que le projet, bien sûr, soit très très bien étudié, très bien ficelé. Oui, et pour cela, il y a l'expérience autour de soi, et puis il y a l'entourage. Souvent, si on a des expériences entre guillemets probantes dans son entourage, on est beaucoup plus encouragé. Et il y a beaucoup effectivement de personnes qui nourrissent quelquefois l'idée de se lancer dans ce type de projet entrepreneurial. Est-ce que c'est un dispositif suffisamment incitatif pour cette catégorie-là? Je vais dire quelque chose, Badr. C'est que malheureusement, des fois, pas tout le monde, heureusement, ils font une montagne de complications
et de papiers à fournir et du justificatif, etc. Bon, je l'ai dit tout à l'heure, l'État a besoin de garanties. C'est l'argent de tout le monde, c'est l'argent public, premièrement. Deuxièmement, il faut bien ficeler, parce que vous pouvez vous lancer dans ce projet-là et ça marchera pas après. Et vous êtes obligé de débourser. Oui. Et vous pouvez tomber malheureusement dans une difficulté financière beaucoup plus grave que ce que vous aviez auparavant. D'accord? Parce qu'il faut débourser l'État. Si vous avez obtenu un crédit bancaire, il faut aussi le débourser, etc. Peut-être vous avez apporté des fonds propres qui vous appartiennent pas réellement, que vous avez emprunté auprès de la famille, il faut aussi débourser. Mais pour ça, je disais qu'en fait, il faut bien étudier, il faut bien ficeler pour que le projet réussisse bien. Et c'est de ce point de vue, c'est le propre de l'entrepreneuriat, c'est qu'il y a une partie de risque qui est inhérente tout à fait. Au fait de se lancer. Mais si j'entends bien, au possible, au maximum, entre guillemets, pour ceux qui vont créer des entreprises et qui pensent à ce dispositif spécifiquement, dans le cadre des conditions qu'on évoquait, les montants, c'est à partir de 1 million de dirhams, si j'entends bien. Jusqu'à 50 en matière d'investissement. En matière d'investissement. Tout à fait. Oui. Entre 1 et 50 millions. Entre 1 et 50 millions. Donc, quand on est dans ce cas de figure, si on souhaite, entre guillemets, être précautionneux, jusqu'où pousse-t-on l'accompagnement? Parce qu'un expert comptable, entre guillemets, peut-être qu'il connaît beaucoup de chefs d'entreprise, qu'il a vu des expériences ici ou là. Alors, l'accompagnement, il faut se tourner vers qui? Il y a les centres régionaux d'investissement qui, souvent, entre guillemets, ne sont que très rarement sollicités. Oui, en fait, l'accompagnement, quand on fait appel, par exemple, à un expert comptable, nous, on voit, par exemple, quand on nous communique certains chiffres, ils sont assez costauds, c'est-à-dire ils sont assez importants. Et je me dis, ils reflètent pas la réalité, d'accord, de son projet. Le meilleur qui connaît son projet, c'est soi-même. C'est la personne qui est concernée par le projet d'investissement. L'expert comptable ne fait que accompagner, ne fait que donner quelques conseils, mais sur la base des informations qu'il a recueillies auprès, bien sûr, de l'investisseur. Qui lui sont fournies. Nous, on va recueillir les informations, celles qui nous sont présentées par Kamal Rsal, qui nous a rejoint sur le plateau d'Atlantique. On va se retrouver demain pour d'autres thématiques des experts, et je vous souhaite une excellente écoute, notamment la tranche suivante avec Ahmed Eloua, qui sera effectivement animé par Ahmed Eloua. Alors, on se donne rendez-vous pour d'autres aspects. Ceux qui ont besoin, entre guillemets, d'explications supplémentaires, nous avons donné le maximum de détails. En tout cas, n'hésitez pas à me contacter sur le réseau LinkedIn, par exemple Mohamed Al-Hayani, expert comptable, et vous aurez des informations là-dessus. Parce que j'ai écrit un article sur ce point-là qui est très détaillé sur LinkedIn. Vous tapez Mohamed Al-Hayani. Bon, en tout cas, ce sera notre mot de la fin, parce que nous débordons d'après ce que me dit la régie. Donc, à bientôt, à demain, spécifiquement pour d'autres thématiques des experts. Les experts sont sur Atlantique, jusqu'à midi.